Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange, 100 mots pour comprendre la voyance. C'est le thème de l'émission que je vous propose ce soir, mais c'est aussi le titre d'un livre que je vous recommande si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cet art ou ce don si controversé. Son auteur est mon invité, Bertrand Meeus. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en sociologie, professeur en philosophie et membre de l'Institut Métapsychique International. Alors, en quelques mots pour parler de ce livre que vous avez publié aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond, est-ce que l'objectif de votre livre est de faire la lumière sur ce que l'on sait concernant la voyance? Très partiellement. Ce n'était pas vraiment l'objectif de ce livre. Bien entendu, j'ai fait quelques entrées sur l'état des faits, mais en réalité, mon but était plutôt d'étendre la réflexion à des domaines où on ne va pas d'habitude. Je veux dire par là que souvent cette question est à tort considérée comme une question, disons, dans le milieu intellectuel, j'entends, vous voyez, Ouais. une question assez dépréciée, pour le seconde zone, croyance populaire, intérêt de mauvaise loi, enfin je vous en passe. Et donc mon idée a été au contraire d'ouvrir la question pour montrer toute la richesse des problèmes qu'elle pose, culturels, historiques, philosophiques, etc. Et donc en fait de mouiller le maximum de gens, de philosophes, de savants dans cette affaire. Donc je voulais mouiller, voilà. Oui. Je répondrai à votre question. Impliqué, on va dire. Non, je préfère mouiller, carrément. Oui, ça correspond bien à l'esprit du livre. Je suis d'accord avec vous. Vous êtes donc avec nous dans Les Aventuriers de l'étrange jusqu'à minuit, Bertrand Meeus, et nous allons tout au long de cette heure et demie passer en revue les différentes entrées, comme vous dites, ou articles de votre livre. Si vous qui nous écoutez avez une question, un commentaire, n'hésitez pas à nous rejoindre. Morad est au standard pour attendre vos questions ou vos témoignages. Si vous avez vécu un phénomène de voyance, vous nous appelez au 0826 300 300, 0826 300 300. Vous pouvez également me contacter par SMS au 71 200. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte et vous l'envoyez au 71 200. Sud Radio. Louis Bénédy. Les Aventuriers de l'étrange. Bertrand Meeus, 100 mots pour comprendre la voyance, c'est le livre que vous venez de publier aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond. Vous nous avez expliqué le pourquoi de ce livre il y a quelques instants. Comment l'avez-vous organisé? Parce que c'est comme un petit dictionnaire que l'on pioche comme ça à droite à gauche. On va en avant, en arrière. Il y a évidemment un lexique à la fin comme un dictionnaire. Comment avez-vous réussi à structurer tout cela? Parce que il a dû y avoir un moment où il fallait éliminer évidemment des informations. Ah, bien sûr. Pour que ce soit plus clair pour les gens qui nous écoutent, je vais vous raconter rapidement un peu l'esprit dans lequel j'ai fait la collection. Parce que d'abord, il faut préciser que ce n'est pas un livre isolé, c'est une collection des empêcheurs de penser en rond qui s'appelle 100 mots. C'est une idée, comme seul sait en avoir Philippe Pignard, le patron des empêcheurs. Donc en fait, il s'agit de faire des livres qui ouvrent une question à un public non informé en permettant par une centaine d'entrées de traverser un peu tous les problèmes que ça soulève. Donc ce ne sont pas à proprement parler des dictionnaires, ce sont plutôt des anti-dictionnaires. On est totalement libre des entrées, c'est l'auteur a le choix. On peut improviser donc un peu comme on veut. Il s'agit même comme je vous le disais, de ne pas faire un dictionnaire au sens strict du terme. Notamment sur la voyance, il y a plein de livres spécialisés, des encyclopédies de la voyance, il y en a je ne sais pas combien. Donc j'ai surtout voulu ne pas faire cela. Bien. D'autre part, je dois préciser que c'est une commande. C'est-à-dire que c'est mon éditeur qui souhaitait ce livre. Je l'aurais pas fait a priori de moi-même s'il me l'avait pas demandé. Maintenant, je dois dire que j'ai très vite trouvé un grand intérêt.
c'est assez amusant comme exercice, vous voyez. Ben, ça a dû vous obliger à d'abord mettre à plat vraiment toutes vos connaissances, à les répertorier, à les sélectionner, ensuite à les résumer, puisque pour un mot, il y a 2 pages, 2 pages et demie, mais guère plus. Oui, c'est un véritable c'est un sacré exercice, hein. Alors, bon, ça présente un avantage, au moins, on est déchargé d'une des plus grandes difficultés d'un livre, qui est sa structure. Oui. Moi, je dis toujours, quand je fais un livre, j'ai une prière que j'adresse au créateur, et je lui dis, donnez-moi le plan et je ferai le reste. Et là, il n'y a pas besoin de faire une prière au créateur, puisque le plan, il n'y a pas besoin. Voilà. Ceci dit, si vous voulez, la conception de ce livre, c'est une espèce de réseau très compliqué. Chaque article renvoie à de nombreux autres. Donc, vous voyez, par exemple, en dessous de mettons mon article consacré à Bergson, vous allez avoir William James, Hegel, Kant, enfin, c'est-à-dire les philosophes qui sont intéressés à la parapsychologie. Tout à fait. Pour ou contre. Et donc, ça forme une espèce de réseau une sorte de ramification, vous voyez. Oui, oui. Un peu comme on lit un livre fragmentaire, si vous voulez, les pensées de Pascal, des choses comme ça. Alors ça, c'est un avantage. Alors maintenant, pour la façon dont j'ai travaillé, évidemment, tous les articles que j'ai faits dans ce livre ne sont pas également documentés, faits avec une égale compétence, etc. Alors, en gros, il y en a un certain nombre, je le dis, je pense pas que j'ai à rougir de l'écrire, disons peut-être une vingtaine qui sont des récupérations d'autres livres que j'ai bricolés. Ouais. Je sais très bien faire ça. Et que j'ai rajouté, retranché des choses, je les ai orientés, vous voyez, mais c'est des morceaux que j'ai repris, par exemple, dans ma thèse, vous voyez. Ensuite, il y a des articles sur des questions que j'ai étudiées personnellement en détail et que je maîtrise absolument, disons que je suis placé pour pouvoir au moins les maîtriser, par exemple tout ce qui concerne l'histoire de la métapsychique française ou du magnétisme, surtout l'histoire du magnétisme. Par exemple, Alexis Didier, voilà, l'article Alexis Didier, là, vous pouvez être tranquille. Oui. Je survole. Bon. Ça va bien. On vous et avait ensuite, reçu à ce sujet. Il y a tout un tas d'articles qui sont des intuitions, des pistes de recherche, vous voyez, telles que si j'avais voulu vraiment les explorer, il m'aurait fallu pour faire une entrée lire 50 bouquins et travailler pendant 6 mois. Oui, et en écrire un à l'occasion. Voilà. Et donc en fait, en réalité, pour la plupart des entrées, donc si vous voulez, ces entrées sont soit des résumés de bouquins que j'ai faits, mais comme j'ai quand même pas fait tant de livres que ça, soit des livres que je pourrais faire. Mais alors à ce moment-là, ce sont des intuitions. Et donc c'est pas du tout la même chose. Évidemment, pour le lecteur, ça n'apparaît pas, vous voyez. Et donc en réalité, si je voulais avoir tous mes articles bétonnés comme celui que j'ai, comme par exemple consacré, mettons, à Alexis Didier ou à Mesmer, il faudrait à peu près un livre par article. Gros, ça ferait une centaine de bouquins. Bon, même un groupe du CNRS travaillant pendant 15 ans pourrait pas faire ce travail. Alors, si vous le voulez bien, Bertrand Meheust, on va rentrer dans ce livre, 100 mots pour comprendre la voyance. Et on va commencer par, écoutez, la première entrée, par la lettre A, puisque la structure est celle de l'ordre alphabétique, évidemment. La lettre A avec ailleurs interne. Expliquez-nous ce que vous entendez par ailleurs interne. Oui, alors encore un petit rajout donc sur ce que je viens de dire avant de vous répondre. Donc dans mon livre, je traite aussi bien de noms, ça peut être des noms, Balzac, comme, Hugo, Alexis Didier, ça peut être des événements, par exemple, je sais pas, les histoires de commissions officielles, je sais pas s'il y a un article, je crois pas que d'ailleurs qu'il y a un article sur les commissions. Bon. Non. Ça peut être donc des philosophes, mettons Bergson. Bien sûr. Ça peut être des concepts de la métapsychique, par exemple psy. Oui. Ça peut être des phénomènes comme la biprésence, des par exemple. Phénomènes, alors évidemment tous les phénomènes plus ou moins la biprésence, télépathique, la voyance, etc. Ça peut être des polémiques. Oui. Ça peut être
des grands voyants du passé, par exemple Apollonius de Tyane ou Jésus, par exemple, parce que Jésus en était probablement un. Mm-hmm. Donc c'est très varié. Hein. Il y a, en gros, j'indique ça dans mon introduction, une dizaine à peu près de pistes d'entrée principales, vous voyez. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Voilà. Alors pour en venir maintenant à cette question, ailleurs interne, bon bah ça c'est un concept que j'ai forgé dans ma thèse. Si vous voulez, voilà le point de départ. Les ethnologues ont d'abord été travaillés sur les cultures les plus différentes des nôtres, pour chercher le plus grand écart possible avec notre façon de penser. Mm-hmm. Et puis, à un moment donné, ils se sont trouvés devant une crise, c'est-à-dire que leur objet était en train de disparaître. Par exemple, les ethnies amazoniennes, comme tout le monde sait, sont condamnées à disparaître si c'est pas déjà fait. Malheureusement, oui. Oui, sous l'influence de la technique du capitalisme moderne, etc. Donc, bientôt, l'ethnologie sera destinée à devenir une science sans objet, ou qui travaillera plus que sur des documents. Et donc une sorte de science historique. Mm-hmm. Et donc, elle cherche des substituts. Alors, ils ont cherché des substituts dans des pratiques occidentales, comme, je sais pas moi, les parcs du genre, vous voyez, le parc Astérix, ou les pratiques de la chasse en milieu rural, ou bien, enfin bref. Mais toujours si vous voulez, des pratiques qui sont un peu éloignées de la culture dominante, vous voyez, par exemple la chasse en milieu rural, par exemple. Une chose qui paraît un peu archaïque, décalée, vous voyez. Et ils essaient de retrouver comme ça un écart. Et donc, il y a une idée polémique chez moi, c'est que, étant donné l'interdit qui pèse dans le milieu universitaire sur la métapsychique, ils n'ont pas le droit de voir le vrai écart qui se trouve à l'intérieur même de notre culture. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même de notre culture, il y a un exotisme, vous voyez. Oui. Le même écart que l'on trouve entre les Amérindiens et nous le retrouvons entre nos magnétiseurs et nous. Oui. Et donc, je veux dire par là qu'il y a en tout univers mental une part d'étrangeté qui n'est pas assumée par une partie de la culture, qui est refoulée, qui est marginalisée, et qui est aussi étrange pour nous que pouvaient l'être les Aztèques quand les Espagnols les ont trouvés, vous voyez. C'est ça que j'appelle l'ailleurs interne. Donc, pour moi, c'est un concept très important. Ailleurs et interne. Oui. Effectivement. Alors, excusez-moi, je vais d'abord penser l'appeler l'ailleurs ici. Oui, mais je préfère ailleurs interne. Oui, mais voilà, oui, j'ai finalement moi aussi préféré celui. Finalement. Alors, on va attaquer une entrée que vous connaissez par cœur, évidemment, toujours dans la lettre A. Il s'agit A comme Alexis Didier, évidemment. Alors, ça c'est amusant parce que, d'ailleurs, au début, j'avais pensé commencer par Alexis. C'est uniquement des histoires d'ordre alphabétique qui m'ont obligé, évidemment, à mettre ailleurs interne avant. Mais ça me paraissait très joli de commencer par Alexis et de terminer par la lettre Z. Vous imaginez. Z comme zététique, avec Z. C'était facile. Donc, c'est cousu main d'Alexis à la zététique. C'est drôle. Alors, Alexis Didier, c'est un très grand voyant. C'est difficile de faire une échelle en ce domaine. Il a été réputé comme un des plus grands, peut-être le plus grand voyant du 19e. Et je lui ai consacré un livre. Je ne sais plus si j'en ai parlé avec vous. Si, vous avez été invité d'ailleurs dans les Aventuriers de l'étrange. On a passé 2 heures pour parler de cet homme exceptionnel. On a peut-être déjà entendu parler. Mais il vaut mieux resituer par exemple ce qu'il était capable de faire. Par exemple, 2-3 exemples. C'est un homme qui il était né en 1826, est mort à 60 ans, donc en 86. Et c'était un jeune Parisien issu d'un milieu populaire qui avait développé le don de lucidité à la suite il avait été malade quand il était enfant et ses parents l'avaient envoyé se faire magnétiser. Et c'est en se faisant magnétiser qu'il a révélé ses dons de clairvoyance. Et donc, il ne pouvait voir qu'en état de transe, mais alors en état de transe, il voyait avec des choses avec une précision absolument extraordinaire. Il était capable, à distance, de lire un livre placé sur une je sais pas, vous voyez, vous imaginez que vous ayez prévu quelqu'un pose un livre dans une pièce de votre maison, vous-même vous savez pas quel est le livre, et puis vous demandez à Alexis et il va finalement se porter sur la couverture du livre et lire le titre, vous voyez. Des choses comme ça. Et donc il y a une énorme documentation qui le concerne, des centaines de pages que d'ailleurs j'ai toujours pas pu publier faute d'un éditeur. Et
Donc, j'ai réuni toute cette documentation et je l'ai analysée sur le plan factuel, historique, philosophique, etc. Et vous confirmez évidemment qu'Alexis Didier a été quand même un voyant d'une qualité exceptionnelle. Ben oui, parce que on m'a fait l'objection, mais comment est-ce que c'est possible de savoir historiquement? Ben, je répondrai que dans certains cas, c'est surtout comme ça qu'on peut le savoir. Et donc, je me suis livré une étude. Donc, j'ai posé un certain nombre de questions à la documentation. Et je suis pas historien de profession, mais je me suis improvisé historien pour la circonstance. Enfin, ça fait déjà un moment que je suis surtout historien, d'ailleurs, pour finir. Et j'ai trouvé ça passionnant, l'histoire. Ouais. Et donc, eh bien, pour résumer très simplement la situation, vous avez un homme issu des milieux populaires, dont la majorité des clients sont des gens de la haute aristocratie. Parfois, par exemple, le fils du roi, c'est le voyant des grands. Or, une grande partie des tours qu'il fait, à supposer même qu'il était un prestidigitateur, ce qui est absolument impossible de montrer, il n'y a pas le moindre élément qui permet de le penser, ni direct ni indirect. Ouais. Mais à supposer que c'était le cas, eh bien, il aurait eu besoin de toute façon de l'assistance de comparses. Et puis d'une sacrée équipe quand même, hein. Oui, parce que la plus grande partie de ses expériences étaient des expériences de vision à distance ou dans le passé, vous voyez. Et donc... et à chaque fois dans des lieux qu'il ne connaissait pas. Oui, donc c'était impossible, même le plus grand prestidigitateur du monde, si on lui demande de décrire un objet qui se trouve à 200 km, il ne saura pas le faire. Ouais. Et donc, il fallait des comparses. Et donc, le fait qu'il ait eu comme comparse le fils du roi, etc., alors qu'il était lui-même un roturier, est inconcevable. Faut bien se rendre compte de cette situation. Et d'autre part, un autre élément qui est imparable, c'est que lorsqu'il surgit à l'âge de 15 ans, jeune apprenti, et que déjà des aristocrates anglais viennent le consulter, il a déjà les mêmes dons que plus tard. Or, à supposer qu'il se soit constitué un réseau d'informateurs et de comparses, parce qu'il était célèbre dans la fin de sa carrière, il ne pouvait pas l'avoir à 15 ans. Complètement. C'est impossible. Vous voyez, oui, l'approche historique est plus forte que l'approche factuelle de laboratoire. Ouais. Bertrand Meeus, une première pause. On va se retrouver dans quelques instants pour continuer à explorer les différents mots parmi les 100 que vous avez choisis dans ce livre 100 mots pour comprendre la voyance, publié donc dans la collection qui s'appelle 100 mots tout simplement. L'éditeur s'appelle Les Empêcheurs de tourner en rond. On restera encore un petit peu sur la lettre A avec deux mots que j'ai trouvé particulièrement intéressants. Astrologie d'abord parce que vous avez vous y mettez une hypothèse qui me semble vraiment intéressante et un autre mot, anthroposophie de Rudolf Steiner. Anthroposophie, A comme anthroposophie. On y revient tout de suite après cette pause. 0826 300 300 si vous voulez participer à cette discussion. Vous êtes les bienvenus avec grand plaisir ou par SMS. 71 200, vous tapez Sud sur votre portable, un espace, vous rédigez votre texte et vous envoyez le tout au 71 200. Sud Radio. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Docteur en sociologie, professeur en philosophie et membre de l'Institut métapsychique international, Bertrand Meeus est mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange, car il est l'auteur d'un livre qui s'intitule 100 mots pour comprendre la voyance, aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond. Bertrand Meeus, commençons par, on va pas les prendre dans l'ordre, hein, puisque anthroposophie est avant astrologie, mais commençons par astrologie, que vous avez sélectionné comme étant un des mots parmi les 100 qui sont dans ce livre, car vous avez un regard sur l'astrologie qui est tout à fait intéressant. Alors voyons, j'essaie d'ailleurs d'abord de me souvenir ce que je dis de l'astrologie. Oui. Eh bien, vous pensez, enfin, pour résumer évidemment votre hypothèse, vous pensez que l'astrologue fait en fait de la voyance. Ah oui, bien sûr. Alors ça c'est pas, si vous voulez, pour ce qui est de l'astrologie proprement dite. Oui. Telle qu'elle se pratique, moi je suis complètement sceptique. Le thème astral, le calcul, etc. Je suis sceptique non pas sur les résultats obtenus, mais sur
tout le monde sait ou a entendu dire qu'en réalité, les cartes qu'utilisent les astrologues sont décalées par rapport à l'astrologie moderne. Oui. L'astronome rationaliste vous expliquera ça, Mhm. etc., etc. Donc il y a au premier abord, un décalage complet. Ceci dit, je pense qu'on est quand même absolument stupéfait par l'efficacité de certains astrologues, Mhm. et je pense que c'est tout simplement une forme de mensie. Ah, vous croyez que c'est vrai que certains astrologues font ni plus ni moins que de la voyance? Oui, c'est pas. Et que l'outil de l'astrologie en lui-même n'est absolument pas efficace, pour résumer, ne vaut rien, quoi. Enfin, non, ça sert de support. Oui. D'une façon générale, personnellement, Oui. je suis extrêmement, si vous voulez, pour aller vite, dans la divination, il y a tout un spectre de pratiques qui vont des pratiques purement déductives jusqu'aux pratiques de vision directe, vous voyez. Et on pourrait dire que c'est une pratique déductive, ça. Et pour tout ce qui est pratique déductive, pour moi, ça c'est peut-être mes limites, mais bon, je n'arrive pas à croire un seul instant à toutes ces déductions. Par contre, j'admets parfaitement qu'elles marchent. Vous voyez. Ce qui est assez paradoxal comme position, quand même. Bon, c'est la position des métapsichistes en général. Ouais. D'ailleurs, je suis pas seul à le penser. Il y a un livre dont je suis en train de me rappeler le nom des auteurs, que je cite d'ailleurs. Un excellent livre qui a été fait par un psychiatre et un astronome qui ont fait un livre à deux où ils arrivent à peu près à cette conclusion. Ouais. Que il y a une troublante efficacité parfois de l'astrologie, et que dans certains cas au moins, on peut la comprendre comme une forme de mensie. Oui, l'astrologie, science ou voyance. Édouard Collot et Daniel Kunt. Hein, c'est ça. Voilà. Un excellent travail. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, quand j'ai lu ça, j'ai retrouvé de façon développée ce que j'avais intuitionné. En fait. Ouais. Alors, parlez-nous maintenant de l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Pourquoi l'avez-vous choisi ? Eh bien, alors, je l'ai choisi. Qui est Rudolf Steiner en quelques mots, et en quoi consiste l'anthroposophie, évidemment? Bon, alors d'abord, Rudolf Steiner, c'est un philosophe et mystique allemand qui est né au siècle dernier, qui a dû mourir dans les années 30. En 1925, exactement. Voilà. Et qui, au départ, avait fait des travaux sur Goethe. Oui. Et donc, il est tout à fait significatif de ce qu'on pourrait appeler l'ésotérisme occidental, l'ésotérisme chrétien. Anthroposophie, ça veut dire donc la sagesse de l'homme. Et bon, si vous voulez, Rudolf Steiner prétendait avoir, par accès à la voyance, prétendait avoir accès à des réalités d'un type supérieur. Il prétendait que l'homme a des organes psychiques qui permettent de plonger dans ces mondes supérieurs, mais qui sont endormis chez l'homme occidental aujourd'hui, qu'on peut les réveiller par des pratiques appropriées et donc les mettre au travail pour une élévation spirituelle. Oui. Autrement dit, la voyance n'est pas quelque chose qu'il recherchait, mais c'était une borne qui signifiait qu'il avait atteint un certain niveau. Exactement. En gros, c'est une sorte Alors, si vous voulez, il y a une ambiguïté parce qu'il faut savoir aussi que le terme de voyance recouvre toute une gamme de sens très différents. Ouais. On met dans le terme on désigne par voyance, c'est un spectre, ça va depuis ce que faisait Alexis Didier, qui voyait des réalités purement factuelles, jusqu'au Swedenborg qui voyait les esprits, en passant par ceux qui voient les morts, l'aura, les maléfices, etc. Et donc, quand il parlait de clairvoyance, Rudolf Steiner parlait de réalité spirituelle, et il parlait pas de vision factuelle comme celle que faisait Alexis Didier. Oui, c'est-à-dire vous êtes en train de lire tel livre à tel endroit, ou alors vous allez rencontrer tel homme ou telle femme à tel moment, quoi. Bon, alors j'ai précisément pris cette entrée-là pour élargir le spectre, justement, pour montrer que les différents sens dans lesquels historiquement le terme a été entendu, vous voyez. Et donc, bien que Steiner ne le dise pas, dans un des livres que je cite, il explique comment développer en nous ces facultés, vous voyez. Et il laisse entendre qu'effectivement, le fait de développer des capacités de voyance au sens d'Alexis Didier, donc ponctuel, est un élément qui permet de
une sorte de baromètre qui permet de savoir où on en est, si vous voulez, mais c'est Voilà. pas un but en soi. Vous Qu'on voyez. a atteint tel Voilà. niveau. C'est un peu d'ailleurs ce que pensent également les moines tibétains, par exemple, ou Oui, c'est bouddhistes. d'une façon générale ce que pensent tous les spirituels. Oui, La voyance factuelle n'est intéressante que si elle est mise au service, évidemment, du développement spirituel véritable. Vous voyez. oui, tout à fait. Alors, il faut quand même préciser que l'anthroposophie Steiner a eu une grande influence sur la culture moderne sur plusieurs points, notamment il est un des pères de l'agriculture biodynamique, c'est-à-dire de l'agriculture écologique, enfin bien de la sûr, nouvelle. bio, oui, tout à fait. J'ai été, figurez-vous, invité récemment à la soutenance d'une thèse d'un jeune thésard qui a fait une thèse remarquable sur les origines culturelles de l'agriculture je trouve pas le terme. Biologique. Oui, l'agriculture biologique, voilà. Mhm. Et donc j'étais au début surpris qu'il m'invite et j'ai compris pourquoi. C'est qu'une partie de l'agriculture biologique a été fécondée par Steiner ou des gens dans son genre, c'est-à-dire par des occultistes. Oui, c'est lui qui l'a vraiment lancé du reste. Oui, hein. tout à fait. Oui. Et puis alors d'autres pratiques aussi, la biodynamique, il y a des nouvelles pratiques pédagogiques aussi. Oui, les écoles Steiner, on Voilà. en connaît d'ailleurs. Donc c'est quelqu'un qui a eu très grande influence culturelle, surtout dans les pays d'Europe du Nord. Oui. Passons maintenant à la lettre B, c'est ce que l'on va faire d'ailleurs jusqu'à la fin de cette émission, passer comme ça de lettre en lettre. Il nous faudra plusieurs semaines. Oh ben on a le temps. Non, je plaisante, on n'ira pas jusqu'au bout évidemment, parce qu'il faut que les auditeurs également découvrent votre livre, ce que je leur recommande, avec à la lettre B, Balzac. Un auteur qui est présent également parmi les grands noms. On parlera d'Hergé tout à l'heure également, que vous avez cité. Alors Balzac, pourquoi Balzac? Balzac, pour deux raisons. D'abord parce que c'est un de nos plus grands romanciers, peut-être le plus grand. Et deuxièmement parce que je vous ai dit que je désirais mouiller le plus de gens possible dans cette affaire, les choses étant ce qu'elles sont. Et donc, bien entendu, Balzac. Alors j'ai pas besoin de le solliciter. C'est une de ses passions. Ouais. Donc, plusieurs grands romans de Balzac sont construits autour du thème du magnétisme, de façon tout à fait explicite. Et il y en a deux remarquables. Louis Lambert, Ursule Mirouet et Louis Lambert. Donc, Ursule Mirouet, ça raconte l'histoire. À un moment donné, on voit une somnambule qui est magnétisée par un Swedenborgien qui voit à distance avec une précision incroyable. Et alors, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'en fait, le personnage d'Alexis Didier va apparaître peu de temps après, comme si le roman de Balzac en avait en quelque sorte permis la possibilité. Vous voyez ? Oui. C'est-à-dire que, je m'explique, avant Didier, personne n'avait jamais porté la voyance magnétique à une telle précision. Or, cette précision, on la trouve pour la première fois sous la forme de la fiction dans le roman de Ursule Mirouet. Quant à Louis Lambert, Balzac disait que c'était son meilleur livre. Il le considérait comme son chef-d'œuvre. Ouais. Et en fait, c'est autobiographique. Balzac lui-même se considérait sans doute comme une sorte de génie au bord de la voyance. Il faut savoir quand même que Balzac, quand même quelqu'un d'assez extraordinaire. Balzac, je ne sais pas si vous savez comment Balzac écrivait. Non, allez-y. Parce qu'il avait toujours 3-4 romans à la fois. Tout le monde sait, incroyable. Il avait besoin. Bon, et puis il avait besoin de beaucoup d'argent également. Oui, c'est ça, voilà. Et donc, il écrivait pas pour le plaisir, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais il pouvait pas faire autrement, ni physiquement, ni financièrement. Il savait rien faire d'autre, évidemment. Oui. Donc, il buvait ses 3 litres de café. Oui. Il s'asseyait devant sa table. Et hop, c'était parti. Et il écrivait d'une façon continue. Sans arrêt toute la nuit. Et comme ça tout le temps. Parce que matériellement, ça aurait été impossible qu'il écrive autrement tout ce qu'il a écrit. Oui. Et puis physiquement, c'était un colosse aussi. Oui, alors ça l'a terrassé, mais il a réussi à tenir jusqu'à 50 ans à peu près. Oui. Et donc, Louis Lambert, c'est un peu la projection du personnage de Balzac. Mais alors, le héros, Louis Lambert, par contre, il n'a pas du tout le physique de Balzac. C'est un jeune diaphane, maladif d'aspect, etc., qui a des dons psychiques extraordinaires et qui se tue à vouloir, par ses dons psychiques,
ébranler le matérialisme de l'époque, vous voyez. Ouais. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que va faire Alexis Didier, quoi. Vous avez d'ailleurs même écrit, et c'est tout à fait vrai évidemment, que Balzac a réécrit 14 fois Louis Lambert avant qu'il le considère comme totalement abouti. Oui, absolument. D'ailleurs, il réécrivait toujours ses livres sur ses épreuves. C'était un vrai casse-tête pour ses éditeurs. J'imagine. Alors, B comme également la biprésence. On comprend un petit peu ce dont il s'agit. Expliquez-nous ce qu'est la biprésence. Alors, biprésence, d'abord, le terme n'est pas de moi. Il a été forgé par l'anthropologue Lucien Lévy-Bruhl pour caractériser une forme d'expérience qu'on trouve surtout dans les peuples archaïques, mais il y a aussi des traces chez nous. C'est quelqu'un qui est soit en deux endroits à la fois, ce qu'on pourrait appeler la bilocation, vous voyez. C'est ça, comme le Padre Pio, par exemple. Qui se trouve à la fois être, par exemple, un homme dans sa cabane en Afrique, et puis un léopard dans la brousse. Ouais. De telle sorte que, par exemple, on tue le léopard et on va trouver l'homme mort chez lui d'une blessure mystérieuse, vous voyez. Oui, tout à fait. Alors voilà, donc faisant appel à une sorte de démultiplication de la présence d'une personne. Ouais. Alors, un bi ou pluriprésence, hein, parce que il y a des cas où il y a plusieurs. Alors, dans le monde moderne, un cas tout à fait fantastique, c'est l'histoire du Padre Pio. Évidemment, oui. Qui a été à multiples reprises vu en plusieurs endroits à la fois. Et alors, ce qui est intéressant de découvrir, c'est est-ce que la personne qui a cette capacité de bilocation peut recueillir des informations qu'elle aurait recueillies grâce à son double, quoi, en fait. Ben oui, alors là, ça passe, si vous voulez, dans des informations. Si on admet par exemple que le léopard est tué dans la brousse et que la personne meurt de la blessure, l'information a circulé sous la forme de la blessure, si vous voulez. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, passons maintenant à la lettre C avec un mot que j'ai découvert que je ne connaissais pas, la cardiognosie ou la cardiognosie. Voilà, la cardiognosie, qui est un mot issu du langage théologique catholique. Vous trouverez, par exemple, ce terme dans le excellent livre. J'ai collaboré à une encyclopédie du merveilleux chrétien, qui est paru il y a quelques années. Et par exemple, cette entrée se trouve dedans. Donc, cardiognosie, c'est la connaissance du cœur, littéralement, ça veut dire. Oui. C'est-à-dire la capacité qu'ont certaines personnes. Il ne s'agit pas du cœur au sens, évidemment. Non, mais c'est la métaphore du cœur. Voilà, de l'être intime. Voilà, c'est réussir à percer le secret de quelqu'un, mais dans un cadre précis, celui de la confession. Voilà. Alors, une fois de plus, il faut préciser le cadre. Ces dons sont comment dire, peuvent se plier au contexte culturel. Et donc, cette capacité qu'on aurait de connaître le secret intime des êtres, en christianisme, c'est interdit, sauf sous la forme de la confession. Ouais. Et même dans cet angle-là, ça n'est pas chrétien, tellement chrétien, puisque normalement dans la confession, c'est la personne qui se confesse qui parle, et le prêtre n'est pas censé percer ses secrets. Mais il y a eu des cas extraordinaires, notamment le fameux curé d'Ars, qui très souvent confessait à la place des gens. Le Padre Pio également. Oui, le Padre Pio, c'est ce que j'allais vous dire aussi, avec cette capacité. Disait, vous avez tel jour fait telle faute, etc. Et ça, littéralement, ça pétrifiait les gens. Alors, c'est à rapporter, si vous voulez, ça c'est la confession est une pratique quand on y réfléchit relativement récente, puisqu'elle suppose un sujet qui parle et le prêtre qui n'a pas accès à ses secrets intimes, qui le pardonne au nom de Dieu. Et tandis que ce que faisait le Padre Pio ou le curé d'Ars, c'était exactement l'inverse, c'est-à-dire que c'est lui qui parlait et qui perçait le secret intime et donc qui se comportait comme un devin, comme un chaman. Dans les pratiques archaïques, c'est le devin qui parle. Vous voyez. Donc c'est quelque chose qui vient d'une autre époque, plus ancienne, qui a encore existé au XXe siècle, qui d'ailleurs a beaucoup stupéfait les gens.
Bertrand Meeus, vous restez avec nous. Dans quelques minutes, nous allons voir d'autres mots ou d'autres expressions, d'autres noms. Parmi les noms, je pense à Charpak, je pense également à Croiset, le voyant, Gérard Croiset, et je pense à également quelque chose de très intéressant que Rupert Sheldrake a développé très largement, chant manteau. Nous serons donc dans la lettre C. 0826 300 300 si vous voulez intervenir dans cette émission, ou encore nous envoyer un SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte et vous l'envoyez au 71 200. À tout de suite. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Une émission ce soir autour d'un livre intitulé 100 mots pour comprendre la voyance, avec son auteur qui est mon invité, Bertrand Meeus, qui a publié ce livre aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond. Bertrand Meeus qui est, hormis le fait d'appartenir à l'Institut Métapsychique International, professeur de philosophie. Vous devez être en train de préparer le bac, j'imagine, là, non? Oui. C'est pour de pas de le préparer, mais disons qu'on veut bientôt le surveiller et le corriger. Oui. Vous n'avez pas les sujets par hasard? Non. Bon. Si je les savais... Ça aurait rendu service à quelques jeunes auditeurs. Je l'aurais pas dit, mais j'aurais agi comme il fallait. Alors, Bertrand Meeus, 100 mots pour comprendre la voyance. Parmi ces 100 mots, une hypothèse très intéressante, les chants mentaux. Oui, c'est une hypothèse qui a été émise par Rupert Sheldrake, donc un des meilleurs théoriciens anglais de la parapsychologie. Tout à fait, oui. Et qui, en fait, comment vous dire, dans la tradition occidentale, mettons depuis Descartes, on considère que l'esprit est inétendu, il est en dehors du temps et de l'espace, vous voyez. Le corps est dans l'espace, c'est une chose, et l'esprit est immatériel et inétendu. Et Sheldrake, lui, considère l'esprit comme une sorte de champ qui affecte l'espace, un peu comme un champ gravitationnel, vous voyez. Et donc c'est comme ça qu'il explique les effets à distance, le phénomène de télépathie, etc. C'est tout à fait surprenant et intéressant. J'ai rarement lu des livres plus stimulants que ceux de Sheldrake. C'est-à-dire que un groupe, je ne sais pas moi, ça peut être une équipe jouant donc à n'importe quel jeu à plusieurs par exemple, aurait une espèce de liaison entre eux comme ça. C'est ça, oui. Il a fait d'ailleurs des démonstrations comme ça. Il a pris par exemple 4 femmes qui avaient eu un groupe de rock ensemble dans leur jeunesse et qui étaient restés très amis. Et il a eu l'idée donc de les soumettre à l'expérience suivante. Et donc, on appelait... alors, il fallait qu'elle soit de bonne composition, parce que ça devait être au bout d'un moment assez ennuyeux. Ils ont fait des centaines de tests, évidemment. Donc, le téléphone sonnait, et il fallait qu'elle devine laquelle des 4 copines c'était. Et là, donc, là, avant de décrocher, elle donnait le nom. Et puis, en même temps, il y avait un autre groupe de personnes qui connaissaient les 4 premières, mais qui n'étaient pas des intimes, vous voyez, même jeu. Et alors la démonstration est implacable, on obtenait des résultats qui étaient très au-dessus du hasard. C'est vrai qu'au bout d'un moment, cette expérience devait être un peu pénible. Voilà, mais n'empêche que Sheldrake a le don de trouver des expériences comme ça simples, efficaces et difficilement contestables. Alors, il partait du principe qu'il a voulu tester, qui s'avérait vrai, que des gens qui avaient un lien affectif fort, eh bien, avait une plus grande facilité, si vous voulez, à... il y avait une liaison mentale entre elles, quoi. Ça, voilà, une sorte de liaison qui était frayée, qu'on pouvait réactiver facilement. Et il a montré la même chose, par exemple, dans les liaisons affectives et mentales qu'il y a entre l'homme et l'animal, l'homme et le chien, par exemple. Un énorme travail et très brillant travail là-dessus. Oui, sur les chiens, oui. Oui, tout à fait. Alors, un nom, maintenant, celui de Charpak, grand scientifique français, prix Nobel de physique, et notamment Charpak concernant son livre qui s'intitule toujours Devenez sorcier, devenez savant. Bon, alors, d'ailleurs, allez-y. Je vais vous raconter la genèse de l'histoire. Maud Christian vient faire un excellent livre qui s'appelle Ma vie et l'invisible, où elle raconte cette histoire d'ailleurs. Oui, allez-y. Je sais pas si vous l'avez lu peut-être.
En fait, j'étais allé à une émission avec Maud Christen et on devait y rencontrer Georges Charpak. Oui. Et bref, je passe sur l'émission qui était ce qu'on avait à peu près prévu qu'elle serait. Mais enfin, on avait décidé de toute façon d'être courtois, etc. Et donc, à la sortie, on l'a attendu pour lui parler, lui proposer des expériences, ce qu'on voulait qu'il participe. Oui. Et en fait, on nous a dit que M. Charpak était fatigué, ce qui pouvait se comprendre vu son âge. Et donc, très bien, on lui a fait une lettre très courtoise en lui disant, écoutez, nous vous proposons de participer à des protocoles, etc., etc. On a donné nos coordonnées et évidemment, maintenant au moins 4 ans ont passé et il s'est jamais rien passé, il n'y a jamais eu de signe. Et donc ça m'a énervé. Et c'est alors l'époque où, si vous voulez, ils venaient de faire ce livre qui a eu un immense succès avec Brock. Enfin, Brock étant le seul auteur du bouquin, faut préciser. Moi, j'ai faim de considérer que le livre avait été écrit par Charpak, mais je reconnaissais même le style et les fautes d'orthographe de Brock, donc il n'y a pas de problème. Oui. Et donc j'ai joué le jeu puisque l'éditeur nous disait que c'est Charpak qui l'avait fait, moi je m'en suis pris à Charpak. Donc je suis pas pris évidemment à la personne de Charpak pour que j'ai la plus grande déférence, mais à ce qu'il a écrit dans son bouquin. Tout à fait. Et alors, ce qui m'a intéressé, si vous voulez, c'est comment il pouvait se faire que le livre le plus mauvais qu'on ait écrit sur la question du paranormal depuis très longtemps et soit vendu à 300 000 exemplaires, excusez-moi pour votre profession, mais avec la complicité des grands médias. D'ailleurs, il y a une entrée qui s'appelle Média où vous n'êtes pas très sympa. Voilà. Alors, évidemment, mon livre m'obligeant à dénoncer la complicité des médias fait que je n'ai jamais eu le moindre article. C'était suicidaire, mais je pouvais pas dire la vérité sans passer par ce problème essentiel. Bref. Et donc, j'ai donc étudié le contenu du livre de Charpak, si vous voulez, la façon, en gros, l'idée étant qu'il pourfende un paranormal de pacotille qui n'existe pas. Tout le livre est fait, non pas pour éclairer le public sur l'existence de la parapsychologie, mais pour qu'il ne sache pas que ça existe. C'est-à-dire, par exemple, prenons un exemple simple, la télépathie. Le livre est présenté de telle sorte que les expériences qui existent de télépathie, c'est des jeux à la fin d'un repas bien arrosé, vous voyez. Et il est à aucun moment fait allusion au fait qu'il y a une science qui s'occupe de ça depuis un siècle et demi, etc. J'ai trouvé que c'était vraiment fort de café, là. C'était un peu court, quand même. D'ailleurs, je recommande à ce propos le livre que vous avez écrit, Devenez savant, découvrez les sorciers, chez Dervy, Georges Charpak, chez Dervy, qui a été publié en 2004. Et voilà. Mais je dois préciser que c'est écrit sous la forme d'une lettre ouverte à Georges Charpak. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, après Charpak, parlons d'un autre personnage, le Croizé, le voyant Gérard Croizé. Alors, Croizé, ça serait un peu, si vous voulez, l'équivalent, ou un des équivalents d'Alexis Didier au XXe siècle, vous voyez. J'étais très surpris de trouver les mêmes démarches mentales, les mêmes façons de procéder, dans des détails extrêmes, vous voyez. C'est-à-dire que là, le même physique. Presque, oui. Fragile. Oui, c'est ça. Le même côté, un peu, parfois. Il aimait bien aussi parader. Enfin, je veux dire, Alexis, il avait un côté un peu, comment dire, je trouve pas le terme. Un ego qui le portait. C'est ça, voilà, c'est ça, oui. Et lui-même, ils étaient artistes tous les deux. Bon. Et donc, Croizé, c'était un Hollandais, contrairement à ce que son nom pourrait le laisser penser. Il avait été, en fait, c'est un enfant adoptif qui avait été recueilli par des parents qui faisaient du théâtre qui s'est découvert un don de voyance de façon tout à fait inopinée, vous voyez, avant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc pendant la guerre, son don s'était développé un peu avant. Et comme il était juif, il a porté l'étoile jaune, il est allé en camp de concentration, il a réussi à s'en échapper. Enfin, c'est assez étonnant son histoire. Ensuite, il a mis ses dons au service de la résistance hollandaise. Et puis, après la guerre, il s'est fait connaître. Sa grande spécialité, c'était de retrouver des enfants disparus et surtout qui
s'étaient noyés dans des canaux. Vous savez qu'il y a beaucoup de canaux en Hollande et malheureusement ces genres d'accidents semblent très fréquents là-bas. Des bébés, enfin des petits quoi. Et donc il a, paraît-il, retrouvé une vingtaine d'enfants comme ça. Et il avait donc la capacité, quand on lui confiait un objet, de se brancher sur la personne à qui cet objet appartenait. Voilà, c'est encore exactement un des dons qu'avait Alexis Didier, donc ce qu'on appelle moi je suis fatigué. La métagnomie. Lorsqu'on trouve un objet, à partir d'un objet, des caractéristiques d'une personne, etc. Comment vous dites? C'est pas grave. Bon, peu importe. Mais en revanche, il est décédé à quelle période? Parce que juste dans les années 50, non? Ah non, plus tard que ça. Je pense que je connais quelqu'un qui l'a rencontré à la fin des années 60. Non, il a dû mourir dans les années 60, après 70, 70. Ouais. Oui, c'est vraiment un contemporain, vraiment. Hein, c'est vraiment un contemporain. Hein. Oui, tout à fait, oui. Oui. Alors, autre entrée, il s'agit d'une médium. Là, en le lisant, j'avoue que je ne connaissais pas du tout cette médium, Mrs. Curran. Donc c'est comme Curran. Qui avait des capacités mais complètement étonnantes, notamment concernant un poème qu'elle avait dicté pendant une trentaine d'heures d'affilée. D'une seule traite, un phénomène absolument hallucinant. Oui, si vous voulez, c'est un des cas. D'ailleurs, ça a été très bien étudié par un métapsychiste anglais qui s'appelle Prince. C'est un des cas les plus étonnants des archives parce que ça chevauche le paranormal et l'art. C'était de la poésie qu'elle écrivait, vous voyez. Oui. C'est une artiste médiumnique en quelque sorte, vous voyez. Donc on est à la fois dans l'art et dans la télépathie, ou dans la télépathie, mettons. Donc cette femme prétendait être en contact avec une anglaise c'est une américaine, hein, qui vivait à Boston, si mes souvenirs sont exacts, et elle prétendait en contact avec une femme anglaise, je crois que c'était du XVIIe siècle. Oui, voilà, qui était née en 1649 et qui se serait appelée Patience Worth. Voilà, elle habitait dans le Dorsetshire, ça me revient. C'est ça. Et donc et elle lui dictait ses mémoires en quelque sorte. Et alors, Mrs. Curran donc a écrit sous sa dictée d'une façon presque frénétique, hein, puisqu'en fait, c'est comme je vous disais tout à l'heure à propos de Balzac, il n'y avait que le temps matériel de l'écrire, en fait. Vous voyez. Oui, c'est ça. Et donc, de temps en temps, elle s'arrêtait pour se reposer, ça reprenait. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'étude a montré que c'était écrit dans un anglais archaïque tout à fait caractéristique, qui était impossible. Il n'y a pas de trucage possible dans une affaire comme ça. Ça a été étudié par des linguistes, si vous voulez, vous voyez. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les mots de ce poème, notamment, parce que vous citez cet exemple dans votre livre, les mots anglais de cet anglais archaïque, tous les mots, 90% des mots qui avaient été utilisés, aucun n'avait passé la barre de 1600, de l'année 1600. C'est ça, voilà. C'était de l'anglais archaïque. Ce qui est absolument hallucinant. Donc avant que l'anglais probablement ait été réformé, etc. Enfin encore un vieil anglais, donc avec une prédominance sans doute de termes anglo-saxons par rapport aux termes d'origine latine, vous voyez. Oui. Alors là, c'est tout simplement impossible à truquer un truc pareil. Alors il faudrait, ce qu'on pourrait suggérer, ça s'appelle Tel cas le poème, ça me revient. Il y a une très belle étude. Les études qui ont été faites sur son cas datent des années 30, si je me souviens bien. Hein. Et donc, il faudrait refaire étudier ça par des spécialistes d'aujourd'hui, avec des connaissances plus pointues, voir où on en est, vous voyez. Mais comment est-ce que cette dame, donc Mrs. Curran, a pu produire ce genre de phénomène? C'est quoi? C'est de la voyance en arrière? Ce serait quoi l'hypothèse? Elle prétendait être, si vous voulez, là dans son cas, c'est pas de la voyance. Si vous voulez, il faut à nouveau préciser un cadre. Quand un voyant comme Alexis Didier agit, il prétend non pas être en contact avec une entité qu'il guide, mais atteindre une sorte de ressource de son moi profond. Mais c'est lui qui voit, vous voyez. C'est le higher self, quoi, si vous voulez. Pour les magnétiseurs, il y a pas les somnambules des magnétiseurs ne sont pas guidés par des entités. Ils voient directement depuis leur fond personnel en quelque sorte. Tandis que les médiums passent par le relais d'une entité, c'est comme un relais satellite si vous voulez, pour prendre une image. Et donc dans son cas c'était ça, c'était si je me souviens bien au début, c'était à la suite de séances de spiritisme.
à laquelle elle s'est intéressée quand elle était jeune fille, quoi. Elle s'est trouvée possédée par cette entité. Et donc, à partir de là, on est dans un cas, je dis, mix tout à fait fascinant, puisque à la fois, il y a production poétique, il paraît que le poème, en plus, est d'une étrange beauté, et production si vous voulez, c'est un cas de de xénoglossie, pour être précis. C'est-à-dire xénoplage. Pardon ? C'est-à-dire ? La xénoglossie. Alors, si vous voulez, il y a deux sortes. Là, je crois d'ailleurs que ça figure. Vous me faites sauter à la lettre X de mon bouquin. Et il y a deux sortes de parler en langue dans le domaine du paranormal, manifesté par des médiums. C'est la glossolalie ou la xénoglossie. Donc, la xénoglossie, c'est le parler d'une langue qui est reconnue comme réelle par des experts, mais que la personne qui la parle ne connaît pas. Voilà, d'accord. Par exemple, c'est comme si moi je me mettais à parler, je sais pas, chinois. Et dans un deuxième cas, il y a production d'une langue qu'aucun expert ne connaît, donc qui serait mais donc on ne peut pas savoir si c'est une langue réelle ou si ce sont de purs sons. Alors dans le cas donc de Mrs. Curran, ça serait de la xénoglossie, c'est-à-dire qu'elle parle une langue mais qu'elle ne connaît pas, puisque c'est de l'anglais, mais de l'anglais archaïque. C'est comme si nous, on nous demandait de parler en ancien français, vous voyez. Alors, on en connaîtrait quelques fragments, mais pas plus. Voilà. Alors ça, c'est vraiment une médium tout à fait intéressante à découvrir. Il y aurait de quoi en faire un bouquin, là aussi, je pense. Dans la bien sûr, il faudrait faire des bouquins. Je vous coupe, à chaque article. J'aimerais bien avoir une équipe. J'ai raté ma carrière parce que si on avait voulu me donner un poste de recherche au CNRS, moi, avec une équipe, j'aurais fait un boulot. C'est trop tard maintenant. On ne sait jamais. Bon. Bertrand Meheust, dans la série Je continue à mouiller tout le monde, Descartes. Ah bah bien entendu. Descartes, je veux dire, c'est vraiment intéressant de le retrouver dans votre livre. Et j'ai découvert que Descartes avait mené une enquête sur un phénomène de voyance. Oui, alors il y a deux choses. D'abord, chez Descartes, pour commencer, qui était beaucoup moins rationaliste que nos cartésiens d'aujourd'hui, il y avait l'idée qu'il admettait des phénomènes comme la télépathie, ce qui prouve bien que dans la culture de son temps, ça paraissait des phénomènes dont l'existence ne faisait pas de doute. Je vous demanderai je sais pas, il y a votre téléphone qui... peut-être parce que je peux... Voilà. Vous m'entendez mieux comme ça ? Oui. Là, c'est parfait. Oui. Et donc, en fait, il admettait ces phénomènes, mais il recherchait un modèle mécaniste, vous voyez. Mais il y a déjà un premier point, c'est que pour lui, il n'y avait pas de doute qu'ils existaient. Donc, il s'était tordu la tête pour savoir comment on pouvait expliquer ça à travers ses conceptions. Et puis alors, il y a une histoire que je raconte qui est complètement extraordinaire, qui ressemble aux histoires produites par Alexis Didier d'ailleurs. Ah oui, là cet étudiant qui s'endort et qui je vous laisse la raconter. Voilà, alors si j'essaie de rassembler mes souvenirs défaillants, c'est un étudiant qui était en train de travailler sur un sujet difficile et qui malheureusement avait besoin d'un livre qui ne savait pas où il se trouvait. Donc il s'endort et dans son rêve, c'est un rêve divinatoire assez classique, donc en quelque sorte, le rêve lui dit que le livre en question se trouve à tel endroit dans la bibliothèque de Stockholm, un livre latin, je crois. Et il se trouvait qu'à l'époque, vous savez qu'à la fin de sa vie, Descartes avait été invité par la princesse de Suède. D'ailleurs, il est mort là-bas. Il était en Suède à cette époque-là. Et il était en Suède. Et donc l'étudiant en question a écrit à Descartes et en lui décrivant l'endroit où il y avait et Descartes a trouvé le livre. Voilà. Alors je livre ça. J'ai d'ailleurs, je crois que j'ai précisé dans mon texte que je n'ai pas pu aller plus loin. J'ai cherché par exemple la référence à ça dans les passages où Descartes parle de son voyage en Suède. Je sais par exemple que lorsqu'il est parti en Suède, il est parti avec un pressentiment. Il avait aussi des pressentiments. Il avait le pressentiment qu'il ne reviendrait pas. Il a rangé ses affaires, etc., mis en ordre ses papiers avant de partir. Bon, il est mort, je crois, d'une congestion pulmonaire qu'il a attrapée. Il a pris froid là-bas, etc. Il était déjà pas en très bonne santé et déjà assez âgé. Et donc,
Mais d'ailleurs, le cas de ce jeune homme est encore allé plus loin, puisque en rêve, il s'est vu dans la bibliothèque, il a trouvé le livre, toujours en rêve, hein, oui. et il a ouvert le livre et il a lu les 10 lignes après lesquelles il courait depuis un bout de temps pour c'est du terminer. Alexis Didier, quoi. Et il a ensuite, à son réveil, noté ces 10 lignes. Voilà, et il a écrit à Descartes. À Descartes pour qu'il aille vérifier. Et Descartes est allé vérifier et a retrouvé ces 10 lignes. Alors, je livre ça sous toute réserve, car je n'ai pas pu pousser plus loin l'enquête. Hein. Oui. Recoupez vos informations. Voilà, quoi. parce que dans ce domaine, il faut se méfier de tout et tout le monde. Mhm. Mais par ailleurs, quand une information comme ça est donnée, évidemment, ça mérite de tester. Malheureusement, j'ai pas pu le faire. Donc, il y a un très beau travail à faire là-dessus. Encore une fois. Un étudiant en philo veut faire une maîtrise là-dessus. Il y a de quoi bosser. Il rendra du service à tout le monde. Bertrand Meust, une pause à nouveau et on se retrouvera ensuite pour d'autres entrées de votre livre, donc 100 mots pour comprendre la voyance. On ira comme Eta Neguel. On parlera de fausse télépathie. J'ai trouvé le cas que vous rapportiez très très intéressant. Et on parlera d'un autre grand monsieur, Freud. Évidemment, vous nous direz pourquoi est-ce qu'il se trouve dans votre livre qui permet de comprendre la voyance. À tout de suite. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. 100 mots pour comprendre la voyance aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond. J'aime beaucoup d'ailleurs le nom de cet éditeur. Je le trouve très très explicite. Son auteur Bertrand Meust, docteur en sociologie, prof de philo et membre de l'Institut Métapsychique International, est mon invité ce soir. Bertrand Meust, une entrée. Enfin, j'ai découvert plein de choses grâce à votre livre. Eta Neguel. Nguel, oui. Nguel, pardon, excusez-moi. Ça s'écrit N''Gwel. Voilà. Eta Nguel. Alors, de quoi s'agit-il? Alors bon, d'abord c'est un mot qui vient du Fan. Les Fans, c'est donc une ethnie du Gabon, dans le nord du Gabon, à la frontière du Cameroun. J'ai travaillé chez eux puisque j'ai enseigné chez les Fans pendant 3 ans. Entre 77 et 80. Oui. Donc là, c'est une information de première main que vous avez. Non, pas du tout. Non, ah, d'accord. Non, c'est pour dire que ça parle de choses dont j'ai entendu parler quand je me trouvais là-bas. Oui. Donc, en fait, ce terme est utilisé par l'anthropologue Ernesto de Martino, un des grands anthropologues italiens qui s'est intéressé à la parapsychologie. Mm-hmm. Alors, il montre qu'il existe une sorte de réalité pour ces peuples, qui est une réalité qui se passe en esprit, mais qui en même temps est parfois susceptible de laisser des traces. De laisser des traces physiques. Alors ça se passe comme ça, ce sont des batailles de sorciers. Oui. C'est-à-dire, l'histoire que raconte De Martino, si je me souviens bien, est la suivante. Une personne est réveillée la nuit par un rêve divinatoire. Elle apprend qu'il va y avoir une attaque de sorciers pendant la nuit, invisible, sur le village. Mm-hmm. Immédiatement, les contre-sorciers de son village se portent à la rencontre. Il y a une bataille nocturne à coups de lance. Alors ça se passe dans l'Eta Neguel, c'est une sorte de réalité qui n'est pas la réalité matérielle habituelle, mais qui est réelle quand même. Oui. C'est l'équivalent de ce que le philosophe Henri Corbin appelait l'imaginal, vous voyez, pour désigner un monde intermédiaire entre le ciel, si vous voulez, un monde où les esprits se corporalisent et où les corps se spiritualisent, disait-il, vous voyez. Ouais. Et dans ces batailles en Eta Neguel, eh bien, il y a des effets physiques. Par exemple, les gens reçoivent des véritables coups de... Ah oui, ils sont blessés par des lances, voilà, vraiment. Ça, on pourrait considérer que ce sont des stigmates, si vous voulez, vous voyez. Mais enfin, bon. Oui. Donc, c'est un état dans lequel il y a également des communications télépathiques. Vous voyez, ils ont connaissance par... donc c'est de la voyance, mais de réalités qui ne sont pas de réalité matérielle, des maléfices. Vous voyez, la voyance des maléfices. Des sorciers vont attaquer, on voit leurs mauvaises intentions se portent en guerre contre eux. Oui. En esprit, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, mais il peut y avoir, et là il y a eu en l'occurrence, d'après cette histoire, des effets physiques, puisque oui. de part et d'autre, il y a eu des blessés par lance. Et ça, ce sont des types de phénomènes que l'on ne pourrait pas retrouver en France, par exemple, ou dans la société occidentale. Sous cette forme-là, je vois pas, parce qu'il y a vraiment plus rien dans la culture actuelle qui soutient ça, si vous voulez. Voyez. Ouais. Il faut que ce soit soutenu par un contexte culturel, par des rituels, etc. Chez les Fans, pour
pour se mettre dans l'état Ngwel, il fallait tomber dans une état de léthargie ou s'induire le corps d'une certaine substance, ensuite le corps s'en allait. On trouvait des récits comme ça, par exemple au XVIe, au XVIIe siècle, dans les histoires de sabbat. Ouais. Les femmes qui partaient au sabbat, certaines parfois s'enduisaient le corps d'une certaine substance, d'une drogue, vous voyez, ou parfois tombaient en léthargie sans drogue et se partaient en esprit rejoindre le diable en forêt. Ouais. C'est l'équivalent. Donc, si vous voulez, pour répondre à votre question, on trouve ça dans notre passé. Ouais. Mais dans la culture actuelle, j'ai pas connaissance de quelque chose. Sauf peut-être l'équivalent, ça serait les enlèvements à bord des ovnis aux États-Unis. Oui, on trouve quelque chose comme ça, effectivement. Ah oui. Si vous voulez, c'est un autre sujet dont je pourrais vous entretenir un jour. Oui. Les abductees, oui, ça peut être tout à fait intéressant. C'est une des autres passions, ça. Oui, eh bien écoutez, je le note, on vous réinvitera parce que c'est un dossier tout à fait passionnant, effectivement. Bertrand Meheuse, pour le moment, revenons à nos moutons, qui sont au nombre de 100 mots en l'occurrence. Non, ils sont environ 120, j'ai un peu triché. 100 mots pour comprendre la voyance aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond. Fausse télépathie, ça c'est intéressant, puisque vous mettez en lumière une expérience qu'a vécue une personne qui se réveille en disant voilà, j'ai eu une information en rêve, il va y avoir une prise d'otage. Oui, c'est la personne en l'occurrence, c'est moi. Voilà, alors expliquez-nous ça. C'est très simple. Bon, voilà, je raconte mon rêve. Hein. Je vais chez des amis qui habitent dans le centre de la France en voiture. Je suis obligé de raconter des détails qui paraissent importants, c'est important. Ah, oui. Donc je prends ma voiture, je roule sans arrêt, sans m'arrêter. J'arrive chez eux tard, on dîne rapidement, il est tard, on se couche, on ne regarde pas la télévision, on n'écoute pas la radio. Ouais. Il n'y a pas de radio dans ma voiture. Pendant la nuit, je rêve que je suis en Russie. Le rêve le dit tout à fait explicitement. Ouais. Mais je sais pas où, mais en Russie. Et je suis dans la rue, il y a une atmosphère étrange de coups d'État il se passe des choses pas catholiques. Et des gens qui circulent avec des drapeaux. Je monte des escaliers. J'arrive dans une grande salle et je vois des gens gardés par des types avec des mitraillettes. Ouais. Je sais aussi que je suis dans un voyage organisé avec un groupe de Français dans mon rêve. Et je pars en courant et je me dis il faut que j'aille prévenir les autres qu'il y a eu une prise d'otage. Je me réveille, bon. Et je suis très troublé par ce rêve parce qu'il est d'une extraordinaire précision et intensité. Et puis, vous voyez ce mélange de précision et de gratuité qui coupe le souffle. Et je me dis, demain, quand je reverrai mes amis qui partaient travailler, donc moi je me levais plus tard, je leur raconterai ce rêve. Bien, dans la matinée, je branche la radio, je me fais mon café, et qu'est-ce que j'entends? Un récit de la prise d'otage à Moscou, vous savez, qui a été réprimée dans le sang. Alors là, je suis littéralement pétrifié. Je me suis dit, enfin, ça y est, ça m'est arrivé. J'étais très ému. Ça paraissait, si vous voulez, impossible que le hasard, vous voyez, puisse produire quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Donc, quand mes amis arrivent à midi, je me précipite pour leur raconter mon rêve. Et ils me disent, à quelle heure t'as eu ton rêve? Je peux pas répondre parce que j'ai pas pensé à regarder ma montre. Et c'est parce que nous, quand on est parti travailler, donc vers 7h30 par là, on a écouté les infos et à la radio, mais en la mettant vraiment en sourdine pour ne pas se réveiller. Moi, j'ai été dans une chambre qui était à l'autre bout de la baraque, et il me dit ça paraît vraiment improbable que tu aies pu entendre l'histoire. Ouais. Je vais me mettre dans la chambre en question, je m'allonge, je ferme les yeux, j'essaie d'entendre la radio, ils la mettent en sourdine, j'entends rien. Au bout d'un moment, mes oreilles s'habituent, je capte quelques mots, à la limite, extrême limite de l'audible. Je suis à peu près persuadé qu'en réalité j'ai entendu pendant le rêve, parce que pendant le rêve les sens sont plus éveillés. Plus aigu, et que ça a été intégré dans mon rêve. Alors voilà, c'est ça la fausse télépathie, c'est-à-dire des événements qui paraissent relever de la télépathie, mais qui, pour quelqu'un qui a fait l'analyse nécessaire, très probablement n'en sont pas. Donc en fait, une grande partie des phénomènes que les gens rapportent à la voyance ou à la télépathie sont des phénomènes de ce genre.
Et alors, les gens comme Charpak essaient de nous faire croire que ça n'est que ça, alors qu'en réalité, pour les parapsychologues, analyser ces phénomènes, c'est, si je puis dire, le b.a.-ba. Enfin, c'est par ça qu'ils commencent. Oui. Et puis, si vous aviez été vraiment ce que Charpak prétend dans son livre, vous n'auriez pas eu l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que finalement, votre télépathie n'en était pas une. Si vous voulez, on cherche pas à se faire plaisir on cherche pas à se faire plaisir à peu de frais. Lorsqu'on veut, notre but est vraiment à nous, je veux dire les métapsychistes, est vraiment d'isoler des phénomènes qui résistaient à toutes les objections possibles. Bien sûr. Bertrand Meust, Freud fait partie des personnages que vous avez introduits dans votre livre. Alors s'il y en a un que je voulais mouiller dans cette affaire, c'est évidemment lui. Expliquez-nous. Si vous voulez, en gros, à l'époque où je faisais ma thèse, il y a une vingtaine d'années, quand je rencontrais des Freudiens, ils me regardaient de haut et avec un certain dédain. Et bon, la psychanalyse s'était érigée en rempart contre cet obscurantisme, etc. Bon. En réalité, Freud était très intéressé par ces questions, mais en même temps, il en avait peur. Vous voyez, il était ambivalent vis-à-vis de ça. Ouais. Et donc, d'une part, il avait déclaré tout à fait explicitement, qu'il construisait effectivement sa doctrine comme un rempart contre l'occultisme. Il l'a dit à Jung de façon tout à fait explicite. Ouais. D'autre part, il avait quand même reconnu dans plusieurs articles que la télépathie se manifestait pendant la cure psychanalytique. Et alors, c'est ce que si vous voulez, l'article que j'ai fait sur Freud, c'est pour, je sais plus ce que j'ai dit d'ailleurs sur Freud, il me semble que j'ai dit ça, que en fait, il a fait des articles qui, si on gratte un peu, ça fait effondrer une partie de sa doctrine. Et pourtant, ce qui l'intéressait en réalité, c'était juste une chose. C'était pas les implications de la télépathie et pour sa doctrine au fond et pour notre conception de la réalité, mais simplement parce que effectivement la télépathie fonctionne selon le principe du travail du rêve. Ce que j'ai raconté tout à l'heure, c'en est un exemple. Vous voyez, l'histoire de Moscou. Oui. Et donc c'est ça, il avait voulu vérifier que il croyait avoir fait tout son travail quand il avait dit que la télépathie obéit au principe du travail du rêve. Mais ça n'explique pas, évidemment, l'origine de cette information. Alors, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que je trouve que la communauté psychanalytique a deux fers au feu dans cette histoire. La plupart du temps, vous entendez dire que tout cela, c'est évidemment des dérives irrationnelles dont nous préserve la psychanalyse. Mais quand on amène des faits qui semblent résister à tout, etc., alors là, ils vont vous dire, mais oui, mais Freud était le premier à l'avoir dit. Vous voyez ? Pas bête, en même temps. Oui, il a toujours dit la chose et son contraire, bon. Et donc, j'ai eu le plus grand plaisir à le mettre dans ma liste, évidemment. Évidemment. Alors, un autre personnage dans votre liste, là, on va se diriger vers un autre pan de votre bibliothèque qui doit être bien fournie. On va passer du côté de la bande dessinée avec les 7 boules de cristal et le Temple du Soleil, qui est la fin de l'aventure, ou encore Tintin au Tibet. On l'a bien compris, vous citez Hergé. Alors, d'abord, je veux dire que moi, je suis la génération Tintin. Fan, donc. Pardon ? Fan, donc. Oui, bien sûr. Bien sûr. Si je connais par cœur, je pense que je pourrais soutenir un concours. De tintinophile ? Oui. Bon. Et donc, j'ai pas besoin d'aller vérifier ma collection pour savoir où se passe quoi, vous voyez. Oui. Donc, je peux vous dire une chose, c'est que, premièrement, chez Hergé, il y a une utilisation continuelle du psy explicite, fréquente, pardon, du psy explicite. Le psy explicite, c'est par exemple dans Tintin au Tibet, lorsque le moine Foudre Béni, si je me souviens bien, entre en extase et voit Tintin enlevé par le Yéti dans la grotte, Chang, pardon. Bon, vous voyez. Alors là, il n'y a pas de doute, c'est tout à fait expliqué. Alors, il y a de multiples reprises, on a l'équivalent, par exemple aussi effectivement les 7 boules de cristal, vous voyez. Oui. Quand l'Inca tourmente les malheureux savants qui sont à l'autre bout de la terre. Voilà, c'est ça. Oui. Mais, et donc ça, c'était évident. Alors, il faut savoir qu'Hergé était passionné par ces questions.
Mais d'autre part, il me paraît plus intéressant le fait qu'il y a ce qu'on a permanent, ce que j'appelle le psy implicite. C'est-à-dire qu'en réalité, la plupart des intrigues qui se passent dans RG sont tout à fait impossibles si on ne fait pas admettre ça, si on ne fait pas intervenir ça. En fait, le ressort fondamental de l'intrigue chez RG, c'est en permanence des événements impossibles, des coïncidences extraordinaires, toutes choses qui supposent une sorte de connexion cachée, quoi, vous voyez, des esprits. Je pense au début de... vous savez, quand il va au théâtre avec Haddock, c'est au début de... Attendez. Tintin et les Picaros ou le... Non, c'est... à un moment donné, il marche dans la rue en disant Tintin... Et ils sont allés voir un film où il y a des événements, des coïncidences extraordinaires. Et Haddock dit à Tintin, c'est impossible, des coïncidences pareilles, écoutez, c'est pas sérieux. Supposez par exemple que je vous dise, tiens, que j'ai rencontré le général, comment s'appelle ce général d'Amérique du Sud, voilà, qui réapparaît dans les Picaros, là. Oui, je vois que vous voulez dire. J'ai un trou de mémoire. Bon, bref, et l'instant d'après, évidemment, il lui rentre dedans au coin de la rue. Au coin de la rue, exact. Voilà. Ou encore, Tintin tombe en avion et tombe dans une meule de foin, vous voyez. Bon, et donc, en fait, le ressort permanent, c'est qu'une réalité... Général Alcazar, me dit mon réalisateur. Alcazar, exactement. Merci Mathieu. Avec sa barbe toujours. C'est tout à fait ça. Et donc, en réalité, la RG pense une réalité qui est connectée en permanence, il y a une sorte de principe magique sous-jacent, vous voyez. Ce type était absolument génial, je suis d'accord avec Michel Serres, c'était un génie, RG. Ouais. Alors, Bertrand Meheus, malheureusement, le temps court très vite, surtout en votre compagnie, lorsque on vous écoute parler de votre ouvrage, dont je rappelle le titre, qui est 100 mots pour comprendre la voyance, aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond. J'aimerais que là, on va sauter à la lettre N, avec alors un retour peut-être à Rupert Sheldrake. Je sais qu'il nous en avait parlé assez rapidement dans cette émission il y a plusieurs mois de cela. Un perroquet, un gris du Gabon, pour situer le perroquet, qui vit à Manhattan, je crois, Nkizi. Alors là, on vous entend très sourd, de manière très... j'ai déplacé mon téléphone. Voilà. Je vous en ai déjà parlé, je me souviens plus. Non. Nkizi, c'est Rupert Sheldrake qui avait été l'invité des Aventuriers de l'étrange. Vous êtes d'accord. Qui nous en a parlé un tout petit peu. Et là, vous l'avez mis dans votre livre. Ce perroquet du Gabon est déjà un perroquet extraordinaire. Alors, Nkizi, d'abord, c'est un mot gabonais, c'est un mot de fond, justement, qui veut dire sorcier. C'est marrant. Ah oui, tout à fait. Ça correspond bien. Donc, l'histoire est la suivante. C'est une américaine, une artiste américaine qui a élevé ce perroquet, qui à l'époque où les faits ont été étudiés avait 6 ans, je crois. Donc, était relativement jeune, parce que vous savez qu'ils vivent presque aussi vieux que nous, les perroquets. Ah oui, d'accord. Oui. Ouais. Je vous raconterai une autre anecdote après pour illustrer cela. Et donc, elle l'a élevé, mais elle l'a élevé comme on élève son bébé. C'est une femme qui, semble-t-il, n'avait pas d'enfant. Et donc, en lui apprenant du vocabulaire, bref, le perroquet avait des cours tous les jours. Oui. Et ce que probablement personne n'avait jamais songé à faire avec un perroquet, vous voyez. Et donc... Et du coup, il savait parler au présent, au passé, au futur. Alors, déjà, pour ce qui est de ses aptitudes linguistiques, qui elles sont contestées par personne, le perroquet connaît environ 850 mots. Oui, c'est pas mal. Des phrases, il sait conjuguer les verbes passé, présent, futur, etc. Oui. Alors, c'est déjà sur ce plan l'oiseau le plus étonnant jamais étudié par la science. Ouais. Mais d'autre part, alors c'est là que on bascule dans le fantastique, l'oiseau en question avait surpris sa maîtresse par le fait qu'il semblait capable de lire dans ses pensées. Alors elle s'en était aperçue un jour où, par exemple, il était sur son perchoir à l'autre bout de la pièce, et puis elle était en train de regarder un livre avec des photos, des illustrations, et l'oiseau décrivait ce qu'elle avait sous les yeux. Alors elle a noté tout ça. Elle a noté des centaines de bizarreries de ce genre, et elle a donc contacté Sheldrake. Donc Sheldrake est venu avec son équipe, ils ont préparé des tests. Au début, Sheldrake lui-même, il n'arrivait pas à y croire, semble-t-il. Ouais. Et ils ont donc fait des tests, ils ont
tirait en aveugle les tests. Donc c'était des photos, des dessins, etc., qui étaient évidemment liés au répertoire linguistique de l'oiseau. Hein. Oui. Et donc l'oiseau était filmé en direct. Il était dans une autre pièce de la maison, à l'étage supérieur, sur son perchoir. Et l'américaine était dans une pièce en bas. Donc Sheldrake est venu à Paris nous présenter un film où on voit ça à un moment donné, donc quelques séquences. Je dois dire qu'il y avait un silence de mort dans la salle et que les gens qui ont vu ça avaient vraiment l'impression d'assister à un événement ou quelque chose d'inouï. Et d'ailleurs, Sheldrake, avec un humour très british, nous a précisé que si les paroles du perroquet étaient sous-titrées, c'était pas que c'était du mauvais anglais, mais c'était à cause de son accent américain. Ouais. Pas mal. Ouais. Et donc, quand il parle, si vous voulez, l'anglais avec une voix féminine. Ouais. Parce que c'est une femme qui lui a appris à parler, et avec un fort accent américain. Déjà ça vous fait asseoir. Ouais. Mais alors il parle. Il tient une conversation, vous voyez. Ça c'est fou. Bon. Ouais. Et alors, quant au test télépathique, alors là ça dépasse l'entendement. Hein. Donc on voit par exemple à un moment donné l'oiseau, la maîtresse ouvre un livre avec des photos, où on voit un bouquet de fleurs, puis on voit l'oiseau sur son perchoir qui s'agite, puis on a l'impression qu'il ricane et qu'il fait flowers, it's flowers. Ensuite, il y a une photo où on voit sa maîtresse nue ou en bikini sur une plage, et l'oiseau il dit My beautiful naked body, mon joli corps nu. Ouais. Alors là, ça dépasse le concevable. Ouais, là, c'est vraiment étonnant, vraiment. Alors là, je dois dire que donc j'aimerais savoir où en est cette affaire. C'est tellement étonnant que les parapsychologues eux-mêmes sont restés muets. Il y a de quoi, franchement. Bon, Bertrand Meust, en tout cas, merci de nous avoir accordé cette heure et demie. Ça a été un vrai plaisir. Je rappelle le titre de votre livre, 100 mots pour comprendre la voyance. Il y en a un peu plus, effectivement. Vous avez un peu triché. Il y en a un peu plus de 120. En revanche, j'ai noté avec grand plaisir que je dois vous réinviter pour parler du problème des abductees, c'est-à-dire l'enlèvement par les extraterrestres. Pendant que j'y suis, si vous me laissez 30 secondes. Allez-y, vous les avez. Je viens de recevoir ce matin le colis d'un livre que je viens de rééditer, qui a été mon premier livre, Science-fiction et soucoupe volante, dans lequel j'avais fait un parallèle entre la science-fiction et les récits d'OVNI, notamment d'enlèvement, et qui était paru en 78. C'est comme ça que j'ai commencé ma recherche dans ces domaines. Et je l'ai réédité aux éditions de Terre de Brune avec une préface d'une 50aine de pages où je fais le point sur la question actuelle des ovnis. Bon, écoutez, voilà. Parfait. Je suis très content de ça parce que ça renoue avec ma vie antérieure. Je précise également que pour ceux et celles qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur Alexis Didier, vous avez publié chez le même éditeur, Les Empêcheurs de penser en rond, un livre en 2003 qui s'intitule Un voyant prodigieux, Alexis Didier. Voilà, je leur recommande également ce bouquin. Bertrand Meust, merci pour tout et puis bon début de nuit alors. Merci. Et pensez à éteindre la radio avant de vous coucher. Bonsoir. Si jamais, bonne soirée. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h, minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Je vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de la rediffusion des programmes de Sud Radio. On se retrouvera bien entendu demain soir à partir de 22h jusqu'à minuit. Et demain soir, nous irons ouvrir un dossier pas très loin de chez nous, dans l'Aude, dans un petit village qui s'appelle Rennes-le-Château, avec Jean-Yves Gaucher, le rédacteur en chef du magazine Effervescience, qui sera mon invité. Nous réouvrirons ce dossier tout à fait passionnant et nous essaierons de comprendre si la Bessonnière
Pierre avait réellement découvert un château. Merci à ceux qui nous ont envoyé des SMS. Ce soir, vous avez été nombreux, notamment à Rascal. On sait que c'est un pseudonyme qui est un fidèle parmi les fidèles. Et puis un autre qui s'intitule Monsieur X. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à Mathieu qui a réalisé cette émission, Morad qui était au standard, et puis Pierre Massias qui m'aide à construire cette émission semaine après semaine. Bonne nuit, à demain.